Alors, du coup, je vais vous parler de Jupyter, un espèce de framework générateur de code que j'ai regardé au début de la semaine, dans le cadre du projet CRMA. L'intérêt de Jupyter, c'est que il génère un squelette d'application basé sur du Spring en back-end et en front-end de l'Angular ou du React, Angular 6 en l'occurrence. Qui peut se greffer sur des bases SQL ou NoSQL. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, et avec plein de technologies de cache distribuées ou pas, notamment pour la gestion des accès aux objets de la base. Alors donc, du coup, ce qu'on fait avec ce truc, c'est qu'on code. Il y a plusieurs manières d'initialiser le projet. En gros, c'est principalement une interface en ligne de commande où on va taper generate, entity, etc. Et après, il y a plein de questions qui sont posées. Le nom de l'entité, est-ce qu'il y a quelque chose qui est joint, etc., etc. Et après, il génère le code dans le projet. Ça, c'est une première manière de le faire, donc avec une commande bash, enfin en shell, quoi. L'autre manière, c'est d'utiliser un truc qu'ils ont codé, un langage, le Jupyter Domain Language, qui permet en gros de décrire comme ça ces entités, ma colonne, string, required, etc. Et puis là, on met tous les champs et on peut faire des relationships où on va en gros dire relationship, on précise par exemple many to one, et on précise la table 1 vers tout, table 2, champ. Bref, du coup on peut comme ça lier des entités par des jointures en déclarant sous forme de fichiers les relations. Et après on dit importe ce fichier et génère toute l'appli. Donc par défaut, ce qu'il va faire, c'est un écran classique avec une liste et quand on clique sur avec un bouton new, etc. Bref, un truc classique. Quand on clique sur un élément, on peut l'éditer. Et puis par défaut, du coup, dans l'écran d'édition, il permet, quand on est en many to one, d'aller faire une liste déroulante vers les entités liées déjà existantes. Si on est en many to many, du coup, là, il y a la liste et on peut en cocher avec contrôle, on peut en cocher plusieurs, quoi. Et donc, il génère à chaque fois champ avec input, champ, etc. Par défaut, pareil, il y a une gestion de l'internationalisation. Donc on peut choisir sa langue ici. Il y a une gestion du type d'authentification au web service. Donc on peut choisir soit du JWT, donc du token qui est envoyé côté client et encrypté avec des données serveurs. Et donc du coup on a quelque chose sur le client mais dont on n'est pas capable de lire le contenu et on l'envoie à chaque fois, à chaque requête web service. On peut faire de l'OAuth
ou des trucs comme ça, en gros tout ce qui est Facebook, Twitter, des trucs comme ça. Donc, et ça aussi, c'est demandé en fait au tout début du projet, quand on fait juste Gipster, le projet il n'existe pas encore, et donc il va poser plein de questions. Est-ce que vous voulez telle ou telle techno, tel ou tel système de cache, pour l'authentification vous voulez ça ou ça ou ça, est-ce que vous voulez des modules complémentaires, etc. Et donc par défaut, il va générer une architecture avec des contrôleurs qui sont des fichiers qui recensent en gros les points d'entrée REST. Ensuite, les contrôleurs ils vont appeler des repositories. Donc c'est des classes qui gèrent tout ce qui est recherche, recherche, édition, etc. Classique d'une entity. Il va aussi générer évidemment l'entity qui est un objet mappé directement sur la table de la base de données. Et optionnellement, on peut lui dire de rajouter des couches intermédiaires qui vont être une couche de service, ici, et éventuellement aussi une couche de Data Transfer Object, donc DTO, qui va en gros, DTO, qui va être transporté, en gros c'est un objet qui ressemble à l'entité, qui est par défaut identique, donc avec les mêmes champs de part et d'autre, sauf que le DTO est censé être présenté au service web et l'entity est censé juste être géré dans les repositories. Et donc entre les deux, par défaut aussi, il crée des mappers via des interfaces en utilisant une bibliothèque qui est pas mal faite, qui génère du code à la compilation. Et donc c'est pas au runtime, c'est pas interprété. Donc c'est vraiment lors de la compilation du projet qui va générer les classes concrètes derrière les mappers dont on utilise juste des interfaces. Voilà, mais eux par contre ils conseillent Gipster de s'abstraire le plus possible de tous les trucs inutiles parce que finalement ils disent sauf si vraiment vous en avez besoin, en l'occurrence les services ils disent généralement les services regroupent plusieurs repositories. Un service c'est quelque chose qui va aller taper sur un repository, demander à un autre d'autres informations, faire des calculs, des trucs comme ça. Et donc, par définition, ils ne peuvent pas générer ce service parce que ça va être quelque chose de hyper custom à chaque fois. Et donc, à nous de coder, quoi. Donc, tout ça, ça génère plein de fichiers. Et donc, oui, à chaque fois, il y a la partie Angular aussi que je ne détaille pas là. Là, je détaille l'architecture côté service web. Mais il génère aussi la partie cliente. Avec pour chaque entité un dossier qui contient des composants Angular différents, un composant d'édition, un composant de liste, un composant de, je crois qu'il y en a 4 ou 5, tout ce qu'on attend pour chaque entité pour gérer du référentiel, quoi. Donc ça c'est pas mal pour avoir de base un référentiel, ta gestion de référentiel qui fonctionne de base avec les bons caches au bon endroit, etc. Sauf que donc, les petites limites, ça va être que dans le langage, le JDL, là, donc là je vais un peu effacer, dans le JDL, il y a des types qui sont très limités. En gros, tu as string, long, big décimal, etc., etc. Mais tu n'as pas le choix de vraiment ton type en base de données définitif. Donc en gros, typiquement, je pense que ce qu'il faut faire dans le cadre d'un projet, c'est essayer de designer globalement les tables, avec globalement le nom des champs, etc. Le truc va générer tout le code, et après, il faut prendre le code et aller modifier aux bons endroits les types de données,
pour que ça matche vraiment à la base, éventuellement adapter au nom de colonne. Donc en gros, on va commencer à modifier le code qui a été généré. Et donc concrètement, on ne pourra plus régénérer les trucs à partir de ce qu'on avait codé à la base en JDL. Donc je pense que c'est pas mal pour initier un projet dont on a déjà quelques idées sur les tables, etc. Après, quand dans un projet on rajoute des tables, une table complète, ça c'est pratique, on peut faire en ligne de commande add entity, donc il va recréer les classes nécessaires pour cette entité-là. Mais par contre, dès qu'on a commencé à surcoder sur quelque chose qui a déjà été généré, c'est un peu dangereux de régénérer. En gros, quand on régénère du code à partir juste, j'ai rajouté une colonne, du coup, on n'a que le choix, soit écraser, soit à la main faire le merging. Et donc eux, notamment quand on met à jour JHipster, la version de JHipster, ils passent par une feinte de branche GitHub qui crée à la volée, Git, pardon, qui s'appelle JHipster Update, je crois. Et en gros, dans cette branche, ils disent il faudra jamais rien committer. Et cette branche contient que le code généré pur, entre guillemets, issu du générateur. Et après, du coup, on fait des merges vers notre code qu'on a fait évoluer depuis. Donc c'est comme ça qu'ils conseillent de faire les mises à jour JHipster. En gros, on va changer de version de JHipster, donc on régénère les nouvelles versions des entités à partir de la nouvelle version de JHipster. Et après, on merge les différences qu'il y a eu ici sur le code qu'on a déjà écrit. Je ne sais pas dans quel ordre, j'ai pas encore testé, je ne sais pas dans quel ordre ça marche ou ça ne marche pas, ce genre de choses. Je crois que c'est mercredi prochain, il y a des types qui organisent une soirée de réflexion autour de JHipster, et notamment justement comment ils les utilisent. Alors il y en a qui notamment vont essayer avec des techniques de pure programmation de laisser le code généré d'un côté, puis après d'utiliser comment ça s'appelle, la surcharge des classes, etc. pour étendre les capacités des classes générées par défaut, mais sans essayer le moins possible de toucher au code généré. Comme ça, on peut le régénérer sans impacter notre code. Voilà, et en plus de tous ces trucs-là, ce qui est bien, c'est que JHipster, il prévoit, il génère la partie Docker. Donc ils peuvent générer par défaut les images de containers Docker pour le développement, pour la prod. Il y a plein de petites lignes de commande pour lancer par exemple juste ma base de données dans le Docker pour ne pas me faire chier à installer un PostgreSQL, etc. Et je me concentre sur le développement. Ou alors générer carrément l'appli dans un container, etc. Et ils vont même au-delà avec du Docker Compose. Ils proposent carrément des architectures de déploiement où, par exemple, ils prévoient la montée en charge horizontale avec, on peut potentiellement, il y a plusieurs types d'applications qu'on peut générer. Par défaut, c'est ce qu'ils appellent le monolithe. Le monolithe, c'est l'application web plus la partie des web services dans le même code source. Et il y a d'autres types où ils séparent par exemple la partie des web services du front, où on fait deux projets séparés, ou alors juste du microservice, où on peut faire du design. Donc là, il n'y a plus de notion d'entité, etc. On peut faire du design d'API, se concentrer sur du Swagger. Donc on édite le code Swagger et derrière il génère les classes correspondant au fichier Swagger qu'on est en train d'éditer. Donc ça c'est quand on veut se faire du microservice. Et donc pour le Docker Compose, il permet de faire du scaling horizontal sur les web services. Ouais, c'est ça, sur les web services, avec une espèce de passerelle front Angular. Et du coup, vu que tout ça, ça va, ce sont des machines qui peuvent booter au fur et à mesure, il y a une machine supplémentaire de configuration
où quand il y a une nouvelle machine de web service qui boot, elle va aller chercher ses configurations, par exemple les accès à la base de données et ce genre de choses qui sont dans une machine qui contient toutes les configurations nécessaires au web service pour fonctionner et renvoyer les bonnes choses aux clients. Et donc toutes ces archis, elles sont déjà disponibles par défaut dans l'application. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de se galérer à nous-mêmes implémenter et faire correspondre les différentes briques de prod. Ils sont très focus sur la prod et notamment, par exemple, ils intègrent par défaut tout ce qui est audit au runtime de log, de charge machine, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec le code source initial, ça en fait? Si, si, parce que tous ces trucs-là, c'est des classes qui sont générées et qui pilotent l'audit, le log, parce que là, j'ai l'impression que tu parles plus de. Enfin, ça, c'est limite de l'infra. Là, ouais, mais tu vois. Et ce que je comprends pas, c'est qu'en général, l'infra, ces trucs-là. Le code source, ça n'a normalement pas d'impact sur l'infra en tant que tel. Non, mais il en fait partie parce que Docker, il faut un Dockerfile. Oui. Les architectures là, elles se basent sur Docker Compose et des technologies, des stacks qu'il faut avoir dans le code source pour pouvoir être capable de scaler horizontalement. Et donc finalement, ils intègrent déjà, par exemple, le fait de gérer les sessions. Tu peux choisir de dire est-ce que je gère les sessions de manière sticky, c'est-à-dire je dois toujours avoir le même serveur qui traite, ou alors ils partagent leurs infos avec des techniques de cache distribuées. Tu choisis ta techno et toi tu n'as pas besoin de coder et derrière ils codent la glue quoi, qui permet de faire ce genre de choses. Donc toi tu te concentres juste sur la partie purement code et tout le reste de la prod il te l'a déjà codé en fait. Donc si c'est nécessaire par défaut pour avoir cette gestion dans ton application, ça correspond à du code derrière. Ouais. En fait, ce qui me fait juste peur là-dedans, c'est que du coup, autant faire les trucs de base que ça te les fasse, je veux dire, il n'y a aucune plus-value, donc clairement du gain de temps. Ah ouais. Ça c'est sûr au début, je comprends. Sur ça, en fait, je trouve que c'est tellement pointilleux que de le faire par une machine et de ne plus être maître, parce qu'en gros, il y a moins à y toucher en fait. Si, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as un exemple de code. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il te donne un cadre de code qui est de la prod. Tu fais plus du from scratch en gros. Et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, mais... et en plus, c'est relativement bien codé, enfin, c'est propre le code qui est généré. C'est très répétitif, hein, puisque dans chaque entité, c'est exactement la même chose qu'il y a. Mais du coup, au moins, on n'est pas déboussolé quand on doit surcharger telle ou telle méthode. On sait ce qui se passe, c'est bien écrit. Et alors, pour la gestion de cache et tout, j'ai pas regardé, mais c'est des classes qu'on peut customiser à la mano, quoi. Et il vaut mieux partir de quelque chose qui existe et qui est déjà configuré et déjà utilisé par d'autres. Surtout, c'est ça qui est intéressant. C'est des sortes de best practice en fait finalement qu'ils ont codé et tu prends telle ou telle best practice. C'est juste que ça va être limité dans les possibilités. Là par exemple pour Cerema il faut qu'on mappe sur le schéma de base de données qui est déjà établi, etc. C'est pas trop fait pour. Généralement c'est plus on a une idée d'application, on n'a pas encore réfléchi, enfin si on a réfléchi un peu aux tables, etc. mais pas au type de données quoi. Ou ni au nom des champs qu'on veut spécialement en base. Voilà, lui il génère des champs, notamment pour les jointures many-to-many qui sont de l'ordre de la best practice, mais si on veut des trucs un peu custom, on va surcharger à la mano le code qui a été généré. J'en ai pas parlé, mais dans l'interface avec la base de données, il utilise Liquibase, qui est un système de gestion des schémas, de versionning de schémas. Donc pour ne jamais avoir à passer de SQL pour tout ce qui est monté en version je rajoute une colonne ou je change le type d'une colonne. Tout ça, tu l'écris dans tes patchs successifs de base de données que tu mets dans ton code source. Et comme ça, lui, quand il démarre l'appli, il vérifie que la base est à la bonne version de schéma et sinon il applique les patchs que tu lui as établis
Sachant que tu as dit que c'était quand même chaud de faire des mises à jour de Gipster dès que tu as commencé à y toucher au code, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Là, je parle du versionning des schémas de la base, Donc c'est pas de la version de Gipster. Mais du coup, le but c'est aussi que quand tu ajoutes une colonne, en fait, tu n'as rien à faire parce que c'est quand même Gipster qui te rajoute tes classes qui vont autour et donc qui. Alors, quand tu ajoutes une table, oui, il te crée le fichier Liquibase correspondant à la table et il te l'ajoute dans la définition générale des trucs à appliquer. Mais par contre, quand tu rajoutes un champ, typiquement, il va réécraser le truc qui existe déjà. Il te pose la question, voulez-vous écraser? Donc là, c'est à toi de dire non, je ne veux pas écraser. Parce que le Liquibase, l'histoire, c'est que tu maintiennes toujours, que tu ne changes jamais ce qui s'est passé dans l'histoire, et que tu rajoutes par contre des patchs. Donc c'est à toi de dire, bah non, je ne veux pas réécrire le truc qui génère la table. Par contre, je vais écrire moi, add colonne, et je l'écris à la mano. Mais bon, après, une fois que c'est écrit une fois, il n'y a plus besoin de le recoder, et surtout, il n'y a plus besoin de script de diff à passer, tu sais plus trop où t'en es, en prod, en recette, en dev, enfin voilà. Voilà, donc c'est un état des lieux très rapide, mais globalement, je pense que, voilà, je vous ai parlé des limites, ce que je pense voir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Quelques-unes. Vas-y. Du coup, le Angular que tu as mis en frontal des 3 conteneurs, c'est censé être un reverse proxy? C'est une... Ouais, exactement. Il utilise une techno de proxy, ou reverse proxy, ouais, qui inclut le fait d'envoyer tout ce qui est statique, et dès que ça parle web service, ça passe à travers. Ok. Et le sticky, tout ça, la et gestion oui, des il sessions. gère ouais, là-dedans. c'est ça, à l'intérieur. Ok. Et le multi-conteneur, il est multi-host? Il est multi-host là, ouais. Ok. Et ils utilisent d'ailleurs les technos de Netflix, qui s'appelle Netflix OSS, pour toute la partie scaling. Et voilà, j'ai pas regardé en détail ce que c'est juste que quand tu regardes les schémas de déploiement, ils te montrent un peu les technos qui peuvent utiliser. Ce qui est assez mortel, c'est que tu choisis ou pas de les intégrer dans ton projet. Typiquement, l'internationalisation, par exemple, si on n'active pas la brique, en gros, il génère le code avec les libellés directement dans les classes, alors que si on active la brique, il met tout ce qui est nécessaire à faire du multilingue et du coup référencie des codes à la place directement du libellé dans les pages Angular ou autres. Donc ouais, c'est du générateur qui est vraiment couteau suisse, quoi. D'autres questions? Non, c'est tout. Voilà, bah merci. Et puis, si vous avez l'occasion de tester, on va peut-être regarder ça avec CRMA ou pas, on verra. C'est quand même une autre façon de coder en gros. Bah, au moins pour le début, après ça reste... Soit tu fais de la modification, soit tu fais de la création, mais... Voilà. Après ça reste très classique puisque tu regardes ce qui est fait et puis tu fais pareil, quoi. Oui, mais Ça donne un chemin à suivre, quoi. C'est pas mal. c'est Merci. une sorte de framework. Merci à toi. Ça fait 2 minutes.